Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le travail d'insertion en mission locale, Paris L'Harmattan 1997. Scolarité et rapport au savoir en lycée professionnel, Paris, Presse universitaire de France, 2001. L'école en France. La sociologie de l'éducation entre hier et aujourd'hui, Paris L'Harmattan 2004. Débuter dans l'enseignement secondaire. Quel rapport au savoir chez les professeurs stagiaires? Paris L'Harmattan 2006. Initiation à la sociologie, Paris L'Harmattan 2008. Sociologie du lycée professionnel. L'expérience des élèves et des enseignants dans une institution en mutation, Toulouse, Presse universitaire du Mirail, 2009. Introduction. Depuis quelques années, on observe une prolifération des recherches sociologiques traitant des étudiants et de leur socialisation universitaire. Certes, les travaux classiques que l'on doit à Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron 1964 avaient été pionniers pour penser les rapports entre l'héritage culturel et la capacité à décoder les normes et les non-dits institutionnels pour s'approprier la culture universitaire. Mais là où les questionnements de P. Bourdieu et J.C. Passeron se focalisaient sur la reproduction sociale assurée par un système d'enseignement élitiste, les interrogations actuelles se centrent sur les transformations de l'expérience étudiante dans l'université de masse. Ainsi, et pour ne prendre qu'un exemple, l'accroissement de la scolarisation des filles conduit à considérer que le système éducatif participe également au changement social. Friquet, Primon 2002, page 68, ce qui suppose que l'école ou l'université modélise et pèse différemment sur les devenirs sociaux et professionnels, selon les époques et les enjeux. L'université fait l'objet d'affrontements et de débats qui mêlent une pluralité de considérations telles que la lutte contre l'échec scolaire, l'accès à la culture, la promotion de l'excellence scientifique, la définition de nouveaux modes de régulation entre l'offre de formation et les demandes sociales. Elle apparaît dès lors comme une institution devant répondre à des injonctions contradictoires, engageant des acteurs divers et portés par des intérêts divergents. La massification affectant l'université avec l'arrivée de nouveaux étudiants interroge les missions de cette institution, mais aussi les manières dont s'opère la rencontre entre le public scolaire et les pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. L'émergence de la problématique de l'échec scolaire à l'université et des questionnements relatifs à sa genèse, à ses formes et aux réponses possibles en vue de le juguler, a conduit à la profusion de nombreuses recherches et de nombreux débats, comme en témoigne la multiplication des journées d'études et des colloques, qui ne peuvent faire l'économie d'une analyse de l'institution universitaire et de l'évolution de son fonctionnement et de ses missions. C'est aussi une manière de se représenter les enjeux sociaux de l'université française qui transparaît dans ces débats, notamment pour ce qui est des conditions de vie étudiante, de la place d'une gouvernance autonome quant aux politiques de formation, des modes de production des savoirs et d'organisation des échanges avec l'environnement socio-économique, de la manière dont on peut assurer le suivi des étudiants afin de lutter contre l'échec et les désaffections, du mode de recrutement et de formation des enseignants-chercheurs, ou encore des ressources à mobiliser pour promouvoir des pôles ou instituts d'excellence. À un moment où l'identité et les missions de l'université font l'objet de nombreux débats sur fond d'évolutions institutionnelles sensibles, Felouzzi, 2001, Musselin, 2009, la question de l'affiliation des étudiants, de leur réussite et de leur insertion professionnelle à l'issue de la formation s'impose avec force. Pourtant, la diversité des publics en formation, les différences entre les filières, entendues en termes de savoir enseigné et de ce qu'ils induisent comme effet selon le degré de proximité ou de distance avec les savoirs plus ou moins maîtrisés, plus ou moins inédits, eu égard aux disciplines enseignées au lycée, et l'hétérogénéité des pratiques pédagogiques laissent augurer des différences dans le rapport aux études et au savoir chez les étudiants. Notre enquête traitant du rapport aux études, des modalités dont s'effectue l'apprentissage scolaire et des projets chez les étudiants, révèle l'existence d'une pluralité de postures et de stratégies, dont l'analyse sociologique permet de repérer les effets potentiels sur la réussite ou sur ce que l'on entend par l'échec à l'université. Les enseignements issus de notre recherche nous amènent à considérer que c'est surtout dans le lien entre la socialisation à la vie universitaire, le projet d'étudier et d'apprendre,
et le projet professionnel que prend forme la diversité des manières de s'affilier à l'université. Qu'est-ce qu'être étudiant à l'université aujourd'hui ? Comment s'opère la transition lycée-université chez des étudiants n'ayant le plus souvent qu'une vague idée des contenus de formation et des exigences scolaires qu'ils requièrent ? Quelle place accorder au projet professionnel par rapport au projet d'apprendre ? Existe-t-il des facteurs spécifiques contribuant à renforcer soit une affiliation intellectuelle au savoir, soit une focalisation sur la sociabilité au détriment des apprentissages ? Depuis 3 décennies, la population étudiante a connu de profondes transformations et l'intérêt dont elle fait l'objet de la part des sociologues mais aussi des politiques témoigne moins d'une prise de conscience de ces changements que de ce qu'ils ont généré comme conséquences, tels que l'échec en première année et les difficultés d'insertion des sortants devenus plus visibles. Longtemps, la méconnaissance des étudiants par les universitaires et les acteurs administratifs exerçant à l'université, une méconnaissance qui reste répandue. Il est très rare que les enseignants du supérieur, qui sont loin d'être un groupe social homogène, se penchent sur des questions telles que la didactique de l'enseignement, les manières dont les étudiants apprennent ou effectuent un travail scolaire, paraissaient légitimes car l'identité même de cette institution était et reste encore associée à la transmission de la culture. Dans le lieu de sa production, Bourdoncle 1994, Gruel-Houzel 2009. Pourtant, la massification et le durcissement des conditions d'accès aux filières les plus sélectives ou nobles de l'enseignement supérieur ont vite fait de peser sur le rapport aux études chez les nouveaux étudiants, Ehrlich 1998, et par un effet mécanique, obliger les instances universitaires, et les politiques, quoique pour des raisons ne tenant pas aux seuls enjeux culturels et intellectuels des savoirs à enseigner, Beau 2009, à prendre au sérieux la thématique de l'accueil et de l'adaptation au nouveau public. Le malaise de l'université française semble largement procéder de la massification qui renforce la distance entre l'académisme universitaire et des étudiants peu au fait des normes et des non-dits institutionnels et de ce qu'ils exigent comme dispositions plus ou moins marquées par un ascétisme scolaire, Lahire 2000. Le malaise en question ne viendrait-il pas d'une image largement intériorisée d'un client idéal, Baker, 1952, celle de l'étudiant ressemblant aux héritiers ? La lecture de quelques réflexions sur l'avenir de l'université, et sur l'affaiblissement du niveau d'étudiants que l'on ne peut sélectionner, laisse entrevoir que le sentiment chez les universitaires d'être maltraités par l'État réfère en réalité à la dégradation de la qualité de leur public qui ne manque pas de générer, à l'instar des enseignants du secondaire, Barrère, 2002, l'impression de voir son savoir et sa légitimité décliner, Vatin, Vernet 2009. La massification de l'enseignement supérieur, et plus particulièrement la massification universitaire, réfère à l'accroissement de la part des enfants d'ouvriers et d'employés parmi les étudiants. Si cette massification cache en réalité et selon les modes de calcul statistique, de fortes inégalités en fonction de l'origine sociale des étudiants, Bluss, Ehrlich 2000, elle implique que les études, le rapport aux études et au savoir ne saurait plus s'apprécier indépendamment d'une prise en compte des conditions de vie matérielles et symboliques des étudiants. Bien que notre recherche de terrain ne traite pas directement de ces conditions, celles-ci restent néanmoins partie prenante de l'expérience scolaire et l'on ne peut négliger leur effet sur la mobilisation intellectuelle, sur l'assiduité aux enseignements et sur la capacité à résister à d'autres structures de sollicitation sociale, Huguet, 1983, comme par exemple la sociabilité au sein d'un groupe de pairs ou l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée. Le marché du travail et les effets liés à la crise économique ne manquent pas de retentir sur le rapport aux études, comme en témoigne la progression de la part des bacheliers des séries générales au sein des IUT et des STS, Pinto 2008. Et contrairement à une idée répandue, la plupart des étudiants rencontrant des difficultés scolaires sont plus souvent assidus aux cours, bien que cela ne se traduise pas systématiquement par une surmobilisation sur les savoirs, Laurens, 1992. La motivation pour les études est alors moins subsumée, notamment chez les nouveaux étudiants, par des considérations intellectuelles que par des préoccupations plus ou moins utilitaristes. La massification a eu également pour effet de contribuer à allonger la catégorie de jeunesse, ce qui génère de nouvelles temporalités, de nouveaux rapports aux études, des formes originales de sociabilité et des négociations permanentes de son autonomie,
eu égard aux nouvelles formes de dépendance matérielle et symbolique qui affectent les générations actuelles, Sikeli 2001. L'âge médian des étudiants achevant leur formation avoisine les 22 ans, ce qui retarde également l'âge d'obtention du premier emploi. Les seuils traditionnels sont brouillés, et les phases de délai entre la fin des études, l'obtention du premier emploi et la confirmation de la situation professionnelle peuvent être longues et incertaines. Il en résulte logiquement un allongement de l'âge médian d'accès à l'emploi stable, un report de l'indépendance résidentielle et de l'engagement familial, du Rubella, Élise Verlet 2009 page 200. Certes, les formes de dépendance ne sont pas homogènes, entre une dépendance financière totale des parents, une dépendance mixte impliquant l'existence de ressources personnelles, et une émancipation complète. L'autonomie financière varie selon les milieux sociaux, ce qui laisse augurer des chances socialement différenciées quant à la réussite de sa scolarité à l'université. Galland 2009. Doit-on conclure à une peur de l'avenir, qui viendrait peser sur le rapport aux études universitaires et marquer les manières de se mobiliser ou non sur les savoirs? Seuls 20% des jeunes Français se disent confiants dans l'avenir contre 60% des Américains ou des Danois, Stellinger, Wintreber 2008. Pourtant, comme l'observe Olivier Galland, si les conditions d'insertion professionnelle se sont endurcies, les jeunes diplômés, âgés de 25 à 30 ans, parviennent pour 80% d'entre eux à obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, CDI. De même, on ne peut pas soutenir que l'ascenseur social soit en panne, car un tiers des enfants d'ouvriers et d'employés accèdent à des emplois de catégorie intermédiaire ou à celui de cadre. Pour Galland, l'hypothèse concernant une crise de l'éducation familiale qui expliquerait que les jeunes aient moins confiance dans la société n'est pas non plus crédible. Les jeunes s'entendent mieux avec leurs parents qu'il y a 2 ou 3 décennies. La sous-représentation politique de la jeunesse ne paraît pas non plus expliquer le pessimisme des jeunes Français. La crise de confiance de la jeunesse est en réalité révélatrice de la crise institutionnelle et culturelle du modèle français de formation. Galland 2010 page 36. Plus spécifiquement, il s'agit de la crise du modèle méritocratique à la française, qui a longtemps fonctionné sur le principe de la sélection des meilleurs, sur la base de leurs talents et de leurs efforts. Ce principe méritocratique génère, sous l'effet de la massification, une dualisation des parcours entre des vainqueurs et des vaincus de la sélection scolaire, Dubay 2004. Les taux d'échec scolaire n'ont jamais été aussi élevés, alors que paradoxalement, le niveau de qualification et d'instruction s'est élevé. Près d'un jeune sur 5 quitte le système scolaire sans diplôme supérieur au brevet des collèges. Le classement scolaire génère chez les élèves une angoisse qui se double d'un affaiblissement de l'estime de soi. Galland souligne que l'orientation scolaire, dont les effets se remarquent dès la classe de 3e de collège, impose de manière autoritaire des choix à des élèves, choix dictés par le poids accordé aux notes scolaires au détriment de leurs projets. Cette analyse néglige le poids des facteurs sociaux et économiques, comme l'influence de l'origine sociale, qui rend plus ou moins pessimiste selon les chances anticipées en matière de réussite scolaire et d'insertion professionnelle. Si l'on ne peut que souscrire au fait que l'histoire scolaire de chaque étudiant est marquée par la manière dont il a plus ou moins intériorisé le poids des classements et de l'idéologie méritocratique, on doit s'interroger sur la manière dont il s'approprie cette histoire dès lors qu'il est confronté à des études universitaires, dont il ne maîtrise ni le déroulement ni les effets quant à son avenir social et professionnel. Penser l'expérience étudiante implique d'abord une mise en perspective socio-historique de l'ordre d'enseignement que constitue l'université en France. Les évolutions de cette institution et de son public scolaire ne prennent sens qu'au regard des transformations affectant la société, et des nouveaux enjeux que dessinent des réformes attachées à redéfinir les nouvelles missions dévolues aux universités. Chapitre 1. Cela permet d'interroger la thématique de la démocratisation de l'enseignement supérieur et de voir quelle place l'université occupe dans ce processus, dès lors qu'elle doit faire face à une tension majeure. Qualifier des flux d'étudiants tout en veillant à la correspondance entre les niveaux de formation et la structure des emplois existants. Cette tension devient plus vive à mesure que des incertitudes pèsent sur la valeur des diplômes, incertitudes que les pouvoirs publics cherchent à atténuer en appelant à la professionnalisation des formations. Chapitre 2. Est-ce qu'il n'existe pas d'étudiants moyens? Grignon, Gruel, 2002, c'est parce que l'expérience et les conditions de vie des étudiants ressemblent fort à une mosaïque.
tant d'un point de vue scolaire que sur le plan financier. Les étudiants de l'université sont globalement moins favorisés socialement que ceux qui fréquentent les filières sélectives, que l'on pense aux écoles de commerce dont les coûts d'inscription sont très élevés. Il s'ensuit une interrogation majeure. En quoi les conditions de vie socialement variées retentissent sur le déroulement de la carrière scolaire étudiante ? Travailler pour financer ses études, effectuer des trajets entre le lieu de domicile et l'université, vivre en résidence universitaire, chez l'habitant ou chez les parents, constituent quelques variables permettant de dire qu'il y a étudiants et étudiants, et que l'on ne saurait regrouper la population étudiante dans une catégorie sociologique l'assimilant à un groupe social identifié. La condition étudiante est indissociable des manières d'étudier. Dans la mesure où étudier à l'université, c'est d'abord faire des études, que révèlent les recherches sociologiques sur les manières d'étudier. La mise en relief des principales observations nous permet de penser le rapport aux études chez les étudiants, et d'ouvrir l'interrogation sociologique sur les liens plus ou moins effectifs entre la socialisation, ou l'affiliation à l'université, le projet d'apprendre et les projets d'avenir, chapitre 3. Les étudiants s'inscrivant à l'université découvrent un univers dont les normes et les codes sont peu visibles, lorsqu'ils ne sont pas déstabilisants. Cela peut expliquer l'échec en licence 1, échec d'autant plus important que les étudiants ne disposent pas des acquis ou des bagages scolaires en phase avec les exigences intellectuelles de l'académisme universitaire. Or cette thématique de l'échec est largement ambiguë et surinvestie, sociologiquement mais aussi médiatiquement. Le travail sociologique suppose de clarifier cette expression car elle recouvre différentes réalités et risque d'être naturalisée, dès lors qu'elle enferme des individus dans une sorte d'impasse. Nos observations laissent apparaître qu'un, voire 2 échecs en licence 1, ne condamnent pas les étudiants à une sortie de l'université sans diplôme. Penser l'échec invite à comprendre l'affiliation des étudiants à l'université, les manières de se socialiser, leur rapport au savoir et aux études, chapitre 4. L'enquête que nous avons menée auprès d'étudiants de L1 et de quelques étudiants de master, fréquentant une université de province, a mobilisé un questionnaire et des entretiens. Nous présenterons les conditions de déroulement de la recherche et ses limites méthodologiques, chapitre 5. L'analyse des modes de socialisation, des manières d'étudier, du rapport aux études et au savoir laisse apparaître une multitude de postures et dessine non seulement les contours d'une expérience universitaire composite, mais aussi des articulations spécifiques entre le projet d'apprendre et les projets d'avenir. Ce sont également les différentes manières dont s'organisent les temporalités étudiantes qui laissent entrevoir des chances de réussite mais aussi des risques d'échec, voire d'abandon, chapitre 6. Pour comprendre les différentes tensions participant de la socialisation universitaire et en particulier, le paradoxe entre intégration et subjectivation, nous nous appuyons sur des tableaux d'étudiants, tableaux qui s'apparentent à des configurations singulières mais qui permettent aussi d'observer des régularités dans les parcours, chapitre 7. Nous conclurons par des réflexions tout autant sociologiques que praxéologiques. En effet, la sociologie de l'expérience étudiante éclaire sur les tensions qui la traversent mais aussi sur des possibilités d'action dont les acteurs, à commencer par les enseignants du supérieur, peuvent se saisir. Nous discuterons de l'un des dispositifs mis en place et qui peine à atteindre ses objectifs, à savoir le tutorat. La question n'est pas tant de savoir si l'université prend des dispositions pour aider les étudiants à s'affilier aux études, mais plutôt de comprendre à quelles conditions ces mesures seraient efficaces et comment en évaluer les effets. Chapitre 1 : L'université en France, un analyseur des mutations de l'enseignement supérieur. L'université en France a connu de profondes transformations qui tiennent d'abord à l'évolution de la population étudiante, mais aussi à la diversification de l'offre et des structures de formation, de sorte qu'une même filière, selon qu'elle soit implantée dans une université parisienne, dans une université d'une grande agglomération de province ou encore, dans une antenne locale d'une ville moyenne, ne donne lieu ni aux mêmes conditions d'études, ni aux mêmes acquisitions scolaires et encore moins aux mêmes chances d'insertion professionnelle. L'étude menée par Myriam Baron apporte des éclairages précieux. Elle souligne le lien entre taille de la ville ou de l'agglomération, ancienneté d'implantation de l'université et effectifs étudiants. Si les premiers cycles universitaires sont accessibles dans la plupart des pôles urbains de 50 000 à 200 000 habitants,
Les deuxième et troisième cycles tout comme les formations du secteur de la santé ne concentrent que les métropoles qui comptent plus de 300 000 habitants. Baron 2009 page 138. L'agglomération parisienne est idéal typique de cette inégalité territoriale. Alors qu'elle concentre 18% de la population française, la région Île-de-France accueille près de 25% des étudiants de l'Hexagone. Plus précisément, 56% des étudiants sont scolarisés dans les 8 universités parisiennes intramuros, 31% en petite couronne et 13% en grande couronne. Au terme d'une histoire quelque peu mouvementée, les universités en France vont connaître 2 changements majeurs. Un accroissement des effectifs étudiants et une différenciation de l'offre de formation qui couvre des différenciations sociales. Le poids d'un héritage historique. Historiquement, et après avoir été supprimées par la Révolution française, les universités ont été rétablies par Napoléon Ier sous le nom d'université impériale. Centralisée et structurée par des disciplines et des corporations, l'université impériale n'a pas bénéficié du même prestige et de la même reconnaissance que les autres institutions qui furent créées avant et pendant la Révolution de 1789, développée à la fin du XIXe siècle et davantage encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit essentiellement des grandes écoles. Le clivage entre grandes écoles et universités est renforcé avec l'université impériale, 1806. Celle-ci ne couvre que quelques établissements au sein desquels sont réunis enseignement secondaire, lycée, écoles spéciales et facultés. Les métiers du droit, de la santé et de la théologie constituaient l'essentiel des formations professionnelles préparées par l'université. De fait, et depuis plus de 2 siècles, les formations les plus prestigieuses ont commencé par être l'apanage d'institutions non universitaires, telles l'École normale supérieure et l'École polytechnique. Ce sont ces écoles qui offrirent, bien avant l'université, des bourses aux meilleurs élèves issus de milieux populaires, sachant que la majorité des étudiants provenaient de milieux aisés. L'enseignement secondaire ne fut gratuit qu'au début des années 30. La dualité grandes écoles-universités couvre des publics socialement différenciés, mais aussi des destins professionnels qui restent souvent inégaux, puisque les anciens élèves des grandes écoles bénéficient de réseaux de solidarité et d'une meilleure reconnaissance de leurs diplômes sur le marché du travail. Dès la fin du XIXe siècle, l'accroissement du nombre d'étudiants au sein des universités sera régulier mais il s'amplifie dans les années 60, pour connaître un développement assez conséquent au début des années 90. En 1890, on comptait 30 000 étudiants, et en 1990, ce nombre est porté à plus de 15 000. Cet accroissement, lié aussi bien à l'essor démographique qu'aux politiques éducatives, peut paraître comme un progrès mais il cache une réalité moins réjouissante. Dans la mesure où l'université doit accueillir tout bachelier souhaitant s'y inscrire, elle se heurte à des problèmes organisationnels et pédagogiques, mais aussi à la question du devenir professionnel des étudiants dont une partie s'est inscrite en licence faute d'avoir pu intégrer une filière sélective. La création des filières courtes, STS est due essentiellement, à la fin des années 50 et au milieu des années 60, visait la réduction du nombre d'étudiants inscrits dans les filières générales aux débouchés professionnels incertains. Les années 60 sont marquées par l'émergence d'une critique devenue récurrente depuis, celle de l'inadéquation entre les formations proposées par l'université et le marché du travail. C'est ainsi que Christian Fouchet, auteur d'une réforme ambitieuse pour l'enseignement secondaire, inaugure une série de mesures censées diversifier les filières de l'enseignement supérieur. L'université est réorganisée en 3 cycles. Les licences s'ouvrent à des domaines traditionnellement cantonnés à des écoles spécialisées, comme dans le domaine artistique par exemple, et les filières technologiques du supérieur sont développées afin de répondre à de nouveaux besoins en main-d'œuvre. La loi Faure, 1968, marque un tournant dans l'organisation de l'enseignement universitaire. Elle remplace l'organisation des cursus en année universitaire en une organisation en unités de valeur. Ces unités de valeur sont validées par une combinaison entre des épreuves classiques et du contrôle continu. Il s'agissait d'atténuer le poids sélectif des examens qui a longtemps été dénoncé par les syndicats étudiants, tels l'UNEF et les JCR. La relation pédagogique et l'académisme professoral sont alors redéfinis. Prost, 1992.
Cette réforme institue des conseils à vocation délibérative et décisionnelle, au sein desquels les étudiants sont représentés. Très soucieuse d'autonomie universitaire, on peut dire avec Didier Fischer que la loi d'orientation de 1968 s'avérait être un texte fondateur qui concourait à la naissance d'une nouvelle université française. Une université qui devait répondre désormais à un double défi, celui du nombre et de la diversité sociale de son recrutement. 2009 pages 60 à 61. Les années 60 voient à la fois s'accroître l'effectif étudiant et se diversifier l'offre de formation dans l'enseignement supérieur. Création des STS en 1959 et des IUT en 1966. En 1939, on comptait 24 villes universitaires tandis qu'en 1968, celles-ci sont au nombre de 40. La part des étudiantes, toute origine sociale confondue, ainsi que celle des étudiants issus de milieux ouvriers, enregistre un accroissement de 3% des effectifs dans les années 50, la part des étudiants d'origine ouvrière passe à 10% en 1966. Cependant, si cet accroissement est bien réel, il traduit une forte sous-représentation des étudiants issus de milieux ouvriers, comparée à celle des enfants de cadres supérieurs dont les chances d'intégrer l'université étaient 40 fois supérieures. Par ailleurs, l'augmentation sensible de la part des enfants d'ouvriers est plus manifeste dans les facultés de lettres et sciences humaines, et moins marquée dans les filières médicales et dans les CPGE. On voit se redessiner de nouvelles configurations dans l'enseignement secondaire, qui auront un effet mécanique sur la structure de l'enseignement supérieur. Entre 1960 et 1967, les différentes facultés enregistrent des évolutions de leurs effectifs. Davantage d'étudiants en droit, un peu moins en lettres et sciences humaines et une forte chute dans les filières scientifiques. Cette évolution peut paraître paradoxale à une époque où les besoins de techniciens et d'ingénieurs se font pressants. Cela s'explique par les changements dans les politiques d'admission au sein des universités. Les facultés scientifiques intègrent de moins en moins d'étudiants titulaires d'un baccalauréat autre que scientifique et, dans ces conditions, l'enseignement secondaire constitue pour les littéraires une préorientation qui ne s'avoue pas. Fischer 2009 page 24. Les effectifs étudiants enregistrent un accroissement significatif dans les filières littéraires, médicales et juridiques. Les filières médicales, qui connaissent un grand engouement aujourd'hui, ont été légèrement désaffectées à partir de 1971, année inaugurant le numerus clausus en médecine, pharmacie et odontologie. Par ailleurs, si dans les années 80 à 90, la filière littéraire continue à voir augmenter le nombre d'étudiants, d'autres filières telles que STAPS, AES, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication connaissent un afflux massif d'inscrits. Les lois de décentralisation de 1982 et de 1983 vont faire émerger un nouvel acteur participant de l'essor et de la diversification de l'enseignement supérieur. Il s'agit des collectivités territoriales. Si l'enseignement supérieur continue à être organisé et gouverné par l'administration d'État, ministère de l'Éducation nationale et ou ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les élus locaux vont peser sur le financement des structures, sur la création de nouvelles universités et ce, dans un contexte politique soucieux d'aménagement et d'attractivité des territoires. Dès lors, l'université apparaît comme une manière de dynamiser les espaces et de répondre à des besoins économiques locaux. La mobilisation étudiante en 1986 contre le projet de Vaquet, qui cherchait à accroître davantage l'autonomie des universités, y compris dans le mode d'attribution des diplômes, et l'abandon de celui-ci, ont mis au jour les contradictions de l'université qui tiennent aussi à l'extrême hétérogénéité des attentes sociales à son égard. L'offre de formation dans l'enseignement supérieur enregistre un accroissement des effectifs durant les années 70 et 80, sur fond de conjoncture économique défavorable. La population étudiante augmente brusquement dès 1987, sous l'effet de la seconde massification qui affecte les lycées, création de nouvelles filières technologiques et accroissement du nombre d'élèves dans les filières existantes. Cette progression est également favorisée par des programmes tels que le plan Université 2000 et par la création de nouvelles antennes universitaires. Le plan Université 2000 est défendu dès 1988 avec une augmentation significative des moyens financiers destinés à promouvoir des universités nouvelles,
et un partenariat consolidé entre l'État et les collectivités locales. Les années 80 à 90 sont marquées par l'essor continu des effectifs de l'enseignement supérieur. Entre 1987 et 1997, la population étudiante dans les universités s'accroît de 44%, celle des CPGE de 49%, de 59% dans les écoles d'ingénieurs, de 63% au sein des STS et de 7% dans les IUT RE 2009. En 1987, on comptait 1 400 000 étudiants, contre 2 100 000 à la rentrée 1995. Cela conduit à déstabiliser le monde académique, dans la mesure où il accueille de nouveaux publics, avec une tension ressemblant à ce qui s'est produit au collège et au lycée. Le décalage entre un public n'ayant que peu de repères quant aux exigences scolaires et une institution, l'université, continuant largement à fonctionner pour des étudiants à l'habitus proche de celui des héritiers. La proportion des bacheliers passe de 30% d'une classe d'âge en 1970, à 40% en 1985 puis à 64% en 1995. Les bacheliers technologiques, et de manière moins significative, les titulaires d'un baccalauréat professionnel, renforcent la part des étudiants de l'enseignement supérieur. La création des IUFM en 1989 a également généré une augmentation de l'effectif des étudiants, 83 000 en 1997, se destinant au métier de l'enseignement et recrutés pour l'essentiel parmi les diplômés de l'université, niveau licence 3. Entre 1990 et 2000, des filières telles que le droit, l'économie et gestion, les lettres et sciences humaines et les sciences exactes connaissent respectivement un accroissement de leurs étudiants de 23%, 39%, 38% et 35%. Les réformes de l'université, entre action publique et évaluation. Les projets politiques pour l'université sont loin d'obéir à un programme bien réfléchi et à un idéal démocratique assumé. C'est sous la pression des étudiants, des personnels enseignants ou des présidents des universités, qui revendiquent des moyens de fonctionnement satisfaisants ou qui s'opposent aux réformes proposées notamment lorsqu'elles affectent le mode d'entrée à l'université, que s'engagent des transformations dans les orientations politiques des universités. Vasconcellos, page 9. L'idée d'une nouvelle gouvernance s'impose progressivement et dessine d'autres modèles de gestion d'une université appelée à devenir plus autonome et davantage créative. Depuis les années 90, dans plusieurs pays et notamment en Europe, on relève des évolutions importantes dans les modes de gestion et de pilotage de l'enseignement supérieur. Le terme de gouvernance admet un sens polysémique, mais réfère surtout à un mode de direction interne de l'université. Dans la plupart des pays mentionnés, Allemagne, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas et Suède, les dirigeants élus, du président d'université au directeur de département, ont vu leurs prérogatives élargies et leur pouvoir de décision accru. Dans d'autres cas comme la France, les différentes réformes depuis la loi Faure de 1968 n'ont fait que renforcer le président. Stéphanie Mignot-Gérard, 2008, page 351. Ces évolutions n'empêchent pas l'existence de différences nationales quant au mode de gestion des universités et de leur degré de dépendance et d'autonomie à l'égard du pouvoir politique. Christine Musselin montre que les systèmes universitaires européens se sont développés selon des modalités variées qui renvoient à trois modèles: humboldtien, napoléonien et britannique. Le système universitaire britannique a bénéficié d'une grande autonomie et ce, jusqu'aux années 70. La communauté universitaire s'autogérait et s'occupait de la répartition des ressources publiques entre les établissements. Le modèle allemand, dit humboldtien, procède d'une forte proximité entre les universités comme organisation et collectif institutionnel et les administrations des ministères des Länder. Tandis que le modèle napoléonien, celui des universités françaises, est plus dépendant des politiques ministérielles, bien que les universitaires cherchent à infléchir ces politiques. Les universitaires français sont engagés, depuis le XIXe siècle, dans une cogestion étroite du système avec les directions du ministère. Musselin, 2009, page 72. Ces trois modèles se trouvent déstabilisés et affaiblis avec les réformes menées depuis une trentaine d'années. Ces réformes laissent apparaître une convergence entre les différents modèles, sous l'effet d'une définition commune des objectifs incombant à l'université. Parmi ces objectifs,
Il y a l'affirmation de la place centrale que cette institution doit occuper au niveau social et économique. Si cet objectif n'est pas nouveau, il fut déjà affirmé par les pouvoirs publics au début des années 60 en vue de promouvoir une meilleure répartition collective et individuelle des dividendes du progrès. Il affirme un nouvel enjeu, celui de faire des universités des outils et des ressources dans la compétition économique internationale. Musselin 2009 page 73. Cette orientation politique vise à la fois à affaiblir l'autonomie des professionnels de l'université, en particulier les enseignants-chercheurs, mais en même temps, à dégager l'université d'une tutelle de l'État via notamment la mise en œuvre de nouvelles modalités de contrôle en associant d'autres acteurs, des entreprises, des institutions publiques locales, dans le processus de décision à l'échelle de chaque université. La promotion de l'autonomie des établissements constitue une seconde convergence entre les différents modèles universitaires. L'autonomie réfère à la déconcentration d'un ensemble de compétences, comme la gestion de la carrière des personnels, qui reviennent désormais aux établissements et moins aux autorités publiques. Cela confère de nouveaux pouvoirs à la hiérarchie de l'université, en l'occurrence au président d'université en France, devenu plus politique et stratégique. Une nouvelle tension apparaît entre une tradition organisationnelle qui faisait reposer le processus décisionnel sur des délibérations collégiales, et un nouveau management, plus attaché à un modèle de gestion proche de celui du secteur privé. Cela modifie les relations entre les universitaires et leur établissement d'affectation. En Allemagne, l'introduction de salaires au mérite depuis 2001 donne aux universités la possibilité de sanctionner ou de récompenser les professeurs nouvellement recrutés en fonction de leur performance. En France, l'introduction d'une possibilité de modulation de services, si elle est finalement introduite, remettrait aussi en question l'idée d'un contrat défini au départ et de manière pérenne entre chaque enseignant-chercheur et l'État et permettrait aux établissements de modifier les termes de ce contrat en fonction de l'évaluation du travail effectué. Musselin 2009 page 75. S'ouvre ainsi une nouvelle ère, celle de la négociation entre les contrats, les moyens et les objectifs à atteindre, ce qui conduit à la modulation des dotations, et sans doute à de nouvelles inégalités entre établissements. Les universités sont sommées de construire et de produire de l'action publique. Elles ont à fixer des objectifs et à engager des stratégies dont les principes restent définis par l'État. Cela modifie les relations entre les universités et l'État, modification qui a atteint d'autres secteurs que l'enseignement supérieur, la santé, la culture, l'industrie. Ainsi, l'État contrôle moins le respect des règles et leur application qu'il n'évalue les performances des universités, eu égard à des objectifs généraux. Ce contrôle via l'évaluation s'effectue avec l'appui de nouveaux acteurs appartenant à la société civile, et censés représenter la demande sociale. La justification de cette ouverture de l'université sur son environnement social repose sur l'idée que d'autres acteurs que l'État, la région et les collectivités locales, les entreprises, sont à même d'infléchir les choix universitaires dans une relation de proximité. Ces nouveaux acteurs vont peser sur les choix budgétaires et stratégiques. Christheim-Musselin souligne qu'une autre raison a favorisé cette modification des relations entre État et université, celle de la situation budgétaire des autorités publiques en Europe. Désormais, l'État n'est plus à même d'assurer toutes les ressources dont a besoin l'université. Il convient alors de se tourner vers d'autres partenaires. Ces réformes s'accompagnent de la mise en œuvre de nouveaux outils de pilotage et d'évaluation, une évaluation qui devient incitative dans la mesure où de ses résultats dépendent à la fois la mobilisation des universités, par exemple lorsqu'il s'agit de mesurer les écarts entre le nombre d'étudiants inscrits et le nombre de diplômés, d'évaluer le ratio entre nombre de diplômés et taux d'insertion professionnelle à l'issue de la formation, et les dotations budgétaires. La question de l'évaluation suscite des débats très vifs car elle constitue d'abord un discours normatif qui ne lève guère les ambiguïtés, entre par exemple l'évaluation des acquisitions des étudiants et l'évaluation du travail des enseignants, entre les performances des universités et les avancées enregistrées en matière de démocratisation de l'accès et de la réussite dans l'enseignement supérieur. Lise de Mailly souligne que l'évaluation suscite différents questionnements. Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quels référents ? Quels indicateurs ? Quelle méthodologie ?
Quelle participation des évalués? Quelle publicité des résultats? Neuilly 2001 page 25. L'essentiel de l'évaluation de l'université réfère au contenu de formation, aux pratiques d'enseignement, modalités d'enseignement, pratiques pédagogiques, et aux apprentissages, acquisition des savoirs, apprentissage effectif. Cette évaluation couvre in fine d'autres enjeux. En effet, évaluer les apprentissages des étudiants renseigne aussi sur les conditions assurant leur réussite dans les études, et sur les éventuelles modifications à apporter aux pratiques pédagogiques en vue de lutter contre l'échec scolaire. De même, si les enseignants-chercheurs sont évalués sur leur production scientifique, on peut postuler que l'importance de celle-ci, et pour peu que les savoirs qui en sont issus soient mobilisés dans les enseignements, peut accroître les compétences intellectuelles des étudiants. Ces changements institutionnels sont légitimés politiquement par divers motifs tels que la compétition économique, l'efficience et la réactivité de l'université face à la demande sociale. Ils sont également engagés au nom de l'excellence et de la performance, gage d'une équité. Il est équitable de récompenser les meilleurs et il ne l'est plus de répartir les moyens sur des bases identiques. Musselin 2009 page 79. Pourtant, malgré la convergence des différentes réformes entreprises en Europe, les systèmes universitaires restent marqués par le poids des spécificités nationales. Ainsi, et alors même que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France affirme avec force la nécessité de réformer et de faire converger l'université vers des normes internationales, la LRU ne fait que prolonger un mode de fonctionnement marqué par un cadre cognitif national. Le fait que la LRU surinvestisse le rôle du président d'université, fonction créée par la loi de 1968, et celui du conseil d'administration témoignent d'une spécificité française, celle qui vise à asseoir un pouvoir d'établissement face au pouvoir échu aux doyens qui, eux, représentent leur faculté ou leur UFR. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette loi que d'affirmer d'un côté l'autonomie des universités, de l'autre, l'importance d'une mutualisation des forces, via par exemple la mise en place des presses, pôles de recherche et d'enseignement supérieur, et d'une harmonisation pour définir un référentiel national de la licence, et ce, en rédigeant un nouvel arrêté l'encadrant au niveau national. Pécresse 2011. L'autonomie des universités et leur inscription territoriale cache-t-elle de nouvelles inégalités face aux études? La LRU vient ponctuer une courte histoire de l'université française, marquée par une autonomisation croissante. La réforme Fouchet 1966, la loi d'orientation de 1968, Edgar Faure, la réforme de 1973, la loi des apostrophes. Orientation de 1984 conduite par Alain Savary, la réforme Jospin-Lang, 1992, et la réforme Bayrou 1997, sont autant de mesures qui ont visé à instituer et à accroître l'autonomie des universités. Cette autonomie concerne les contenus d'enseignement, les volumes horaires, l'organisation des modes d'évaluation, annuels, semestriels, et la cohérence entre les unités d'enseignement qui remplacent dès 1997 les modules. Cette autonomie reconnue aux universités n'est pas sans soulever des interrogations, eu égard notamment aux compétences, au savoir évalué et à l'égalité de traitement que le diplôme, encore national, est censé garantir. En effet, dès lors que les modes d'enseignement et d'évaluation sont laissés à l'appréciation de chaque université, il devient difficile de soutenir que tel ou tel diplôme, obtenu dans deux universités différentes, sanctionne les mêmes acquisitions scolaires ou intellectuelles. Une recherche menée par Jean-Pierre Jarousse et Christophe Michaud met en évidence de fortes disparités entre établissements quant à l'organisation des DUG, licence 1 et 2 aujourd'hui. L'organisation générale, l'administration, la structure et le contenu des enseignements, la certification et les dispositifs d'aide aux étudiants varient d'une université à l'autre. Les auteurs observent que dans les disciplines scientifiques, la durée des enseignements est homogène tandis que dans les filières juridiques, économiques et littéraires, le volume horaire annuel varie fortement d'une université à l'autre avec des écarts parfois spectaculaires entre les situations extrêmes. Jarousse, Michaud 2001 page 43. Certaines filières sont fortement marquées par des différences d'une université à l'autre, et cela concerne plus spécifiquement les formations pluridisciplinaires telles que AES, Administration économique et sociale, ou STAPS. Créée en 1973,
La filière AES comporte des enseignements de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales. Les universités fixent librement les horaires et selon la discipline considérée comme dominante, c'est soit le droit, soit l'économie ou la gestion, ou encore les statistiques qui concentrent le plus d'heures d'enseignement. Les auteurs observent aussi que certaines universités se sont davantage préoccupées de l'adaptation et de la réussite de leur public. Ainsi, elles ont mis en place un tutorat méthodologique, des séances de remise à niveau et un accueil soutenu des étudiants par les enseignants. L'horaire consacré au tutorat est moins développé dans les antennes universitaires, et les écarts peuvent aller de 16 heures en AES à Lyon 2 à 120 heures à l'université d'Artois. Les auteurs s'interrogent sur les effets possibles de ces différences pédagogiques quant à la réussite en DUG. Les mesures de dispersion statistique indiquent des variations importantes du taux de réussite, sans que l'on puisse pour autant démontrer un lien de causalité entre les modalités pédagogiques et les modes de certification et d'obtention du DUG. L'origine sociale des étudiants et les choix d'orientation peuvent aussi expliquer les différences observées. Ainsi, cette étude montre la difficulté de l'institution scolaire à évaluer de manière standardisée l'efficacité des formations dès lors que la définition des contenus curriculaires, les modalités d'accueil des étudiants et les modes de certification sont laissés à l'appréciation des universités. La crainte suscitée par la réforme des universités, à savoir qu'elle risque d'affaiblir la valeur nationale des diplômes et de soumettre ceux-ci à des enjeux économiques locaux, ne constitue pas un argument légitime. Un diplôme obtenu dans deux universités différentes ne garantit pas des acquisitions communes, et l'on peut alors comprendre pourquoi la valeur des titres universitaires tend à être faiblement lisible sur le marché du travail. Felouzzi 2008 A. Les différentes réformes de l'université visent à la fois à favoriser l'accueil et la réussite des étudiants, notamment lors des premières années d'études, et à rapprocher les formations proposées des besoins et attentes du marché du travail environnant. Ces deux objectifs sont en réalité liés puisque l'offre de formation et la diversification des cursus répondent à des attentes économiques variées et à l'hétérogénéité des publics étudiants, ce qui renforce d'une certaine manière les inégalités entre les filières. Mais cette offre de formation couvre aussi des enjeux institutionnels qui mettent en concurrence les pouvoirs politiques locaux, notamment les municipalités et les régions. Les années 1990 ont ainsi été marquées par la remarquable densification de la carte universitaire, création de nouveaux établissements et multiplication des antennes. Tout cela a contribué au processus que certains sociologues ont appelé la territorialisation de l'enseignement supérieur. Mais de quel territoire parle-t-on ? Ville, municipalité, communauté d'agglomération ? Ou plutôt académie, région ? Baron 2009 page 136. Après avoir été essentiellement l'apanage de grandes villes et d'un État centralisé, soucieux d'aménager un territoire menacé de déséquilibre démographique et économique, les universités sont devenues un objet convoité et largement tributaire des politiques régionales de formation. La décentralisation amène les régions à financer entre 20 et 33% du coût total du plan U2000, Datar 1998. Entre 1988 et 1998, les dépenses consacrées par les régions à l'enseignement supérieur ont été multipliées par 5. L'effectif étudiant est plus ou moins important selon les régions, celles-ci se différenciant par la place qu'elles accordent au premier cycle ou à l'ensemble des cycles universitaires, notamment le troisième cycle, master professionnel, master recherche, doctorat. Ainsi, plus les régions sont caractérisées par une forte surreprésentation des étudiants en IUT et STS, moins elles comptent d'étudiants. À l'inverse, plus elles sont marquées par une forte surreprésentation des étudiants en fin de parcours de langues, lettres et sciences humaines ou et de droit économie AES, plus leurs populations étudiantes sont nombreuses. Baron, Opsite, page 147. On peut ainsi opposer la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté dont les effectifs en IUT ont fortement progressé, à la région Rhône-Alpes, à la PACA et au Languedoc-Roussillon qui enregistrent une offre de formation plus importante dans les second et troisième cycles. La région Nord-Pas-de-Calais se situe à un niveau intermédiaire via une offre importante dans le second cycle, STAPS notamment, et en santé.
Un processus d'expansion quantitative des étudiants sur fond de différenciation des filières. L'université française a connu des changements rapides tenant tout autant à la massification qu'à des politiques scolaires qui vont lui conférer de nouvelles missions, telles que l'insertion professionnelle des diplômés, l'excellence dans certains domaines sensibles économiquement, l'accès à la culture et au savoir n'étant qu'un objectif parmi d'autres. L'expansion des effectifs étudiants, avec quelques baisses selon les périodes, conjuguée à la diversification des filières donne de l'université une image largement éloignée de ce qu'elle fut avec les héritiers. Le contraste entre les étudiants scolarisés dans des formations universitaires élitistes, pour lesquelles la culture légitime et désintéressée apparaissait comme une manière de vivre, et qui étaient peu soucieux des finalités utilitaires de la formation, et les étudiants actuels, dont une part non négligeable s'inscrit à l'université à défaut d'avoir été acceptés dans des filières sélectives, indique à lui seul la transformation profonde qu'a connue le système universitaire depuis 4 décennies. Les filières sélectives telles que les classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi les IUT et les STS, enregistrent une forte croissance de leurs effectifs, les étudiants qui les intègrent étant meilleurs scolairement que ceux qui s'inscrivent à l'université. Soulignons aussi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.